Au sommaire de ce 7e numéro de 7 jours dans l'univers, je vous emmène à la découverte d'une source de neutrinos découverte par Ice Cube, puis à la découverte des premiers résultats de la sonde Parker Solar Probe, et enfin une nouvelle découverte, cette fois-ci de 225 nouvelles radiogalaxies géantes. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La collaboration Ice Cube, qui traque les neutrinos en Antarctique, vient de publier ses résultats de 10 ans de recherche de sources ponctuelles de neutrinos d'origine astrophysique. Une source ponctuelle d'énergie supérieure à 1 TeV semble se dégager dans l'hémisphère nord, qui coïncide avec une galaxie très active nommée NGC 1068. Une étude publiée dans Physical Review Letters. Les physiciens des astroparticules de la grande collaboration internationale Ice Cube ont recherché un signal de neutrinos astrophysiques sous la forme d'un excès de neutrinos de haute énergie provenant d'une même région réduite dans le ciel, par rapport au bruit de fond ambiant d'autres neutrinos et de muons du rayonnement cosmique. Entre avril 2008 et juillet 2018, ils ont effectué un scan complet du ciel à l'aveugle, ainsi qu'une recherche ciblée sur des sources de rayons gamma connues, galactiques ou extragalactiques, ainsi que sur un catalogue de galaxies préalablement identifiées comme de bonnes candidates pour produire des neutrinos énergétiques. Il faut rappeler que seuls des processus hadroniques impliquant des protons et des noyaux d'atomes peuvent produire un flux de neutrinos à même de voyager sans déflexion et sans atténuation entre son lieu d'origine et la Terre. Les particules chargées elles-mêmes peuvent parcourir de longues distances, mais étant chargées électriquement, leur trajectoire est constamment défléchie au gré des champs magnétiques rencontrés. Les détecter sur Terre ne permet donc pas de remonter facilement à leur lieu d'origine. Les photons gamma de haute énergie, qui sont souvent associés à l'accélération de particules et à la production de neutrinos par des interactions secondaires des particules accélérées, eux, comme les neutrinos, ne sont pas défléchis, mais sont en revanche atténués par interaction avec d'autres photons du fond diffus. L'observation des neutrinos astrophysiques est donc précieuse, car elle doit permettre d'explorer les mécanismes hadroniques qui ont lieu dans les grands accélérateurs cosmiques que peuvent être les noyaux de galaxies actives ou d'autres objets très violents. Ice Cube a déjà découvert ce qui ressemble à des neutrinos astrophysiques très énergétiques. En septembre 2017, une source potentielle a même été identifiée grâce à son émission simultanée de photons gamma et de neutrinos, un blazar nommé TXS 0506 plus 056, c'est-à-dire le jet émanant d'un trou noir supermassif d'une galaxie vue dans son axe. Outre les neutrinos en coïncidence avec des photons gamma, le blazar avait aussi émis des neutrinos dans les années précédentes, retrouvés dans les archives du grand détecteur de glace. Mais les neutrinos de ce blazar ne représentent que 1% de tous les neutrinos d'origine astrophysique qui sont détectés par Ice Cube. Encore faut-il essayer de déterminer leur origine exacte et voir si plusieurs viennent du même endroit. L'analyse des signaux détectés est complexe. Les physiciens cherchent à détecter des muons qui vont produire de la lumière Cherenkov dans la glace lorsqu'ils vont y interagir, car leur vitesse est supérieure à la vitesse de la lumière dans la glace. Ice Cube est constitué de plus de 5000 photomultiplicateurs répartis en 86 lignes plongées entre 1,45 et 2,45 km de profondeur dans la calotte de glace à proximité immédiate du pôle sud géographique, pour former un cube de 1 km de côté.
Ce sont des neutrinos et antineutrinos muoniques que IceCube va chercher à identifier. Ces neutrinos vont produire des muons lorsqu'ils vont interagir dans la glace par interaction de courants chargés faisant intervenir un boson W. La difficulté vient de ce que de nombreux muons viennent interagir dans le kilomètre cube de glace sans être issus de neutrinos astrophysiques, mais plutôt du rayonnement cosmique, des gerbes de particules produites dans la haute atmosphère. Ces muons parasites viennent de l'hémisphère sud. Ceux de l'hémisphère nord sont atténués par le manteau terrestre. Mais les gerbes de rayons cosmiques produisent aussi des neutrinos, qui, eux, peuvent traverser facilement la Terre de part en part. Ils sont donc détectés aussi dans la glace d'IceCube, en y produisant des muons, et sont vus donc comme un bruit de fond parasite. Les chercheurs auraient pu se focaliser sur la détection des neutrinos de type électronique et tauique, mais ces derniers produisent des gerbes de particules dans la glace qui ont une morphologie sphérique, des événements dits de cascade. Les neutrinos mu, eux, produisent des événements de morphologie longiligne, des événements de traces. La grosse différence entre les deux types est la possibilité de reconstruction de la direction d'arrivée du neutrino. La résolution angulaire est d'environ 10 à 15 degrés pour les événements de cascade, et seulement de 0,1 degré pour les événements de traces. Pour chercher des sources ponctuelles de neutrinos dans le ciel, il est donc indispensable de se focaliser sur les neutrinos muoniques et leur signal sous forme de traces. Qui plus est, des événements de type traces peuvent être détectés même si le neutrino a interagi légèrement à côté du cube de glace instrumenté, ce qui permet de bénéficier d'un détecteur virtuellement plus gros et d'augmenter donc le taux de détection. En analysant 10 années de données enregistrées et en rejetant soigneusement tous les événements qui ne correspondaient pas à des neutrinos muoniques d'origine astrophysique, les chercheurs de la collaboration ne trouvent aucune source dans l'hémisphère sud, qui se dégage significativement du bruit de fond. Mais ils trouvent un point dans l'hémisphère nord qui possède une grande probabilité d'être une source de neutrinos. Les coordonnées du centroïde de cette zone d'origine de neutrinos se trouvent à seulement 0,35 degrés d'une galaxie de Seyfert, une galaxie à noyau actif, nommée NGC 1068. Au niveau des coordonnées exactes de la galaxie, l'excès de neutrinos est incompatible avec le bruit de fond attendu, avec une signifiance statistique de 2,9 sigma. On a donc une bonne probabilité de coïncidence entre les deux, même s'il faudrait encore une meilleure statistique pour pouvoir l'affirmer avec certitude. Mais lorsque les astroparticulistes combinent cet excès avec les excès observés sur 3 autres sources potentielles de l'hémisphère nord, le blazar TXS 0506 plus 056 et les galaxies à noyau actif très variables de type BL Lacertae, PKS 1424 plus 240 et GB6 J1542 plus 6129, eh bien les corrélations avec les sources cataloguées deviennent incompatibles avec le bruit de fond, cette fois-ci avec une signifiance augmentée à 3,3 sigma, ce qui va dans le bon sens. NGC 1068 n'est pas une galaxie inconnue. Située à une distance de 14,4 mégaparsecs, c'est la galaxie de Seyfert de type 2 la plus lumineuse en rayons gamma qui a été détectée par le télescope spatial Fermilab. Ces photons gamma de haute énergie indiquent clairement que cette galaxie est un accélérateur de particules chargées, via le jet de son noyau actif. Il peut donc produire aussi des neutrinos. Mais les physiciens notent que si les neutrinos détectés en coïncidence avec NGC 1068 proviennent bien d'elle, leur spectre, tel qu'il est reconstruit par IceCube, semble plus haut en énergie que ce qui est prédit à partir des photons gamma mesurés par Fermilab.
Même si les incertitudes à la fois sur la reconstruction spectrale des neutrinos et sur le flux gamma, qui est soumis à une atténuation sur la ligne de visée, est importante. Les chercheurs avouent aisément que plus de données seront nécessaires pour aller plus loin, incluant des analyses temporelles et d'autres à multimessagers, comme dans le cas de TXS 0506 plus 056. Les chercheurs attendent aussi avec impatience la future amélioration de IceCube qui devrait voir l'ajout à l'été austral 2022-2023 de 7 nouvelles lignes de photodétecteurs pour atteindre une toujours meilleure résolution. Et en attendant, l'upgrade majeur nommé IceCube Gen 2 qui passera dans la prochaine décennie de 1 km3 à 10 km3 de glace instrumentée. En 1958, Eugene Parker avait démontré qu'une couronne solaire à plusieurs millions de degrés devait nécessairement produire une émission de particules qu'on appelle aujourd'hui le vent solaire. Il ne se doutait certainement pas que 60 ans plus tard, une sonde spatiale irait s'approcher au plus près du Soleil pour étudier ce même vent solaire et bien d'autres phénomènes. Les premiers résultats de la sonde Parker Solar Probe, PSP, ont été publiés la semaine dernière dans un supplément spécial de The Astrophysical Journal. 52 articles de pointe issus des données enregistrées durant les 2 premières orbites de la sonde. Malgré les nombreuses avancées obtenues dans l'étude du Soleil depuis 6 décennies, ce qui nous manque toujours cruellement est la connaissance des processus physiques qui sont responsables de l'échauffement intense de la couronne solaire et de l'accélération des particules chargées formant le vent solaire. Nous avons aujourd'hui de bonnes images de la couronne solaire dans de nombreuses longueurs d'onde, allant des ondes radio aux rayons X, qui nous permettent, grâce à l'ajout de la spectroscopie, de connaître la structure, la composition et la température exacte de la couronne jusqu'à une distance de 3,9 rayons solaires, ce qui fait 0,018 unités astronomiques, à partir du centre de notre étoile. Et on sait que la grande majorité de l'accélération des particules a lieu en dessous de 0,3 unités astronomiques. Mais on ne sait pas bien ce qui se passe entre la couronne et le vent solaire. C'est pour explorer ces phénomènes d'échauffement et d'accélération de particules qu'a été imaginé PSP par les scientifiques de la NASA, en cherchant à aller voir au plus près jusqu'à 10 rayons solaires, soit 0,046 unités astronomiques, ce qui fait à peine 7 millions de kilomètres du Soleil. En 2019, une série de résultats avait été publiés dans Nature, montrant notamment la découverte surprenante de l'existence de plusieurs centaines d'inversions intermittentes de champs magnétiques à petite échelle, accompagnées d'augmentation de la vitesse du vent solaire. De nombreux articles du supplément spécial de The Astrophysical Journal révèlent aujourd'hui des détails et des nouvelles propriétés de ces inversions, ces switchbacks. D'autres articles s'intéressent à la vitesse du vent solaire, aux ondes de plasma et aux turbulences de plasma, avec une résolution spatio-temporelle jamais atteinte. Ou encore aux éjections de masse coronale ou à la production d'événements de particules énergétiques. Le choix a été difficile parmi cette foison d'études plus intéressantes les unes que les autres, mais j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'une étude qui se focalise sur l'observation d'un événement de particules énergétiques, SEP en anglais, qui a été enregistré par PSP le 4 avril 2019. Richard Leske de Caltech et ses collaborateurs américains ont en effet exploité les données de la suite d'instruments ISIS de PSP pour Integrated Science Investigation of the Sun,
C'était moins de 1 jour avant le passage de la sonde à son deuxième périhélie, à une distance de 0,17 unités astronomiques. Ils ont eu l'opportunité d'enregistrer un très faible SEP, très directionnel, qui a duré environ 15 heures et qui leur permet d'explorer le mécanisme d'accélération des particules et leur transport au plus près de la source. L'émission de protons, majoritairement, mais pas que, qui est observée est fortement anisotrope, avec une intensité de seulement 0,3 protons par centimètre carré, par stéradian et par seconde et par MeV. La majorité du flux est constituée de protons de 1 MeV, celui-ci devenant quasi nul à une énergie de 10 MeV. Cette émission de SEP n'a pas été détectée à une distance de 1 unité astronomique en orbite autour de la Terre. Mais les chercheurs observent une association temporelle entre l'augmentation du flux de particules et des sauts de luminosité dans l'extrême UV observés par le satellite stéréo qui observe toujours le Soleil. Et également en coïncidence avec une autre mesure de PSP, une émission radio détectée par l'instrument EFI, Electromagnetic Fields Investigation. Leske et ses collègues en déduisent que la source de l'événement est une région active située 80 degrés à l'est du point magnétique de référence de PSP. Cela induit, selon eux, que les lignes de champ étaient étendues sur une très longue distance longitudinale entre la région active de la photosphère et la couronne. Les chercheurs notent qu'aucun électron ou ion plus lourd que l'hélium n'est détecté dans cette mini-éruption. Et aucun noyau d'hélium 3 non plus. Peut-être dû à la très faible intensité globale de l'événement. La composition moyenne des SEP inclut normalement une fraction de noyaux plus lourds que l'hélium. L'événement du 4 avril 2019 semble donc déplété en éléments lourds. Mais le ratio hélium sur hydrogène, qui est mesuré par ISIS, vaut 0,052, ce qui est plus élevé que la valeur typique des SEP. Mais en revanche, plus proche de ce qui est mesuré en moyenne dans la photosphère et la couronne. L'existence d'un tel événement apparaissant durant un minimum d'activité solaire et totalement indétectable au niveau de la Terre indique la possibilité que ce type d'événement soit bien plus fréquent que ce que l'on pense. Il est possible, selon les auteurs, qu'ils peuvent fournir les particules sources disponibles ensuite pour être accélérées dans les plus gros événements de type SEP. Cette observation du 4 avril 2019 donne en tout cas un avant-goût aux spécialistes du Soleil de ce que PSP permettra d'explorer lorsqu'elle s'approchera toujours plus près de notre étoile durant ses 21 prochaines orbites et les 6 prochaines années, qui coïncideront avec la remontée de l'activité solaire du cycle 25. Et la sonde sera très vite rejointe, d'un peu plus loin, par Solar Orbiter, qui est désormais en route. Les radiogalaxies géantes, GRG, sont des sources d'ondes radio plus grandes que 0,7 mégaparsec. On en connaissait 350 jusqu'à aujourd'hui, dont la plus vaste, J1420-0545, s'étend sur 4,69 mégaparsec. Ces sources radio ont en commun de montrer des jets produits par un trou noir supermassif qui se termine par des lobes fortement émetteurs d'ondes radio. Un nouveau relevé du ciel radio vient d'être effectué par l'instrument LOFAR, le Low Frequency Array, et mène à la découverte de 225 nouvelles radiogalaxies géantes, en ayant scanné seulement 2% de l'hémisphère nord.
Pratik Dabade de l'université de Leiden et ses collaborateurs cherchent à répondre à la question comment les radiogalaxies géantes sont-elles devenues aussi grandes ? Ou encore, est-ce que leur jet de particules relativistes est particulièrement puissant ? Ou bien, la grande distance qu'ils atteignent est-elle due à un environnement particulièrement peu dense ? Et pour trouver des réponses, il fallait bien sûr augmenter le nombre de spécimens de radiogalaxies géantes connues. Leur nombre a donc maintenant presque doublé grâce aux relevés obtenus par le grand réseau de radiotélescopes européens LOFAR. Un relevé qui est appelé le Two Matter Sky Survey, LOTS. Avec sa haute résolution spatiale et sa grande sensibilité, le relevé LOTS a révélé les morphologies des plus de 200 GRG avec des détails sans précédent. On y découvre la forme de l'émission des cœurs, des jets, des lobes et des zones diffuses. À peu près 90% de ces radiogalaxies géantes sont des GRG dites de type 2, de Fanaroff-Rayleigh, c'est-à-dire que leurs lobes sont plus brillants que leurs noyaux, ce qui indique qu'elles possèdent des jets très puissants. Parmi les 239 GRG observées, dont 225 nouvelles, 6 d'entre elles sont hybrides, avec une luminosité asymétrique. 40 d'entre elles sont aussi des quasars. 20 autres résident au centre d'un amas de galaxies denses et 14 GRG possèdent 2 paires de lobes radio. Quand on les trie en fonction de leur distance ou leur redshift, on observe cependant que la proportion des GRG qui se trouvent au centre d'un amas de galaxies augmente quand on se trouve dans l'univers local. Pour un redshift inférieur à 0,5, c'est le cas de 16% d'entre elles. Surtout, ce que Dabade et ses collègues indiens et européens observent, c'est qu'aucune de ces galaxies n'est une galaxie spirale. Toutes les GRG qui sont trouvées sont des galaxies elliptiques. Mais les GRG ont un point commun avec des radiogalaxies de taille plus petite, leur indice spectral, c'est-à-dire la forme de leur spectre, ce qui fait dire aux chercheurs qu'elles font bien partie de la même population de galaxies actives. Les 225 nouvelles radiogalaxies géantes dénichées dans cette petite zone de 424 degrés carrés ont une taille qui va de 0,7 mégaparsec jusqu'à 3,5 mégaparsec, pour un redshift qui s'étale entre 0,1 pour la plus proche et 2,3 pour la plus lointaine. 7 d'entre elles dépassent une taille de 2 mégaparsecs, ce qui fait quand même 6,6 millions d'années-lumière. Les chercheurs détaillent dans leur article toutes les caractéristiques physiques des 239 GRG de leur nouveau catalogue. Les 14 GRG qui montrent de surprenants doubles paires de lobes, et qui sont appelés des doubles-doubles, sont expliqués par le fait que les jets émis par le trou noir supermassif se seraient arrêtés à un moment donné, puis auraient redémarré un peu plus tard, produisant alors 2 lobes successifs. Bien sûr, les 239 radiogalaxies géantes identifiées par le relevé LOTS de LOFAR ne sont que le sommet d'un iceberg, du fait de la limitation des données dans le visible associé, qui sont essentielles pour identifier la galaxie haute associée à la source radio, et notamment sa distance, son redshift. En faisant l'hypothèse d'isotropie et d'homogénéité de l'univers, c'est-à-dire qu'il est similaire à grande échelle partout et dans toutes les directions, le nombre de GRG que serait capable de trouver LOFAR par leur émission radio, à la fin de sa couverture de tout le ciel boréal, est estimé à 12 000. Ensuite, selon Dabade et ses collaborateurs, les futurs relevés spectroscopiques profonds dans le visible, comme WIV-LOFAR, pourraient apporter une identification et une caractérisation certaine pour 1 millier de ces radiogalaxies géantes. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds sur terre.
Ouais. Allez, salut!